On a exactement le même problème chez les insectes. Donc là aussi, c'est bidirectionnel, mais la direction est différente. Chez un être humain, on inspire l'air par les voies aériennes et puis ça descend vers les poumons. Alors chez l'insecte, c'est pas la même chose. L'inspiration se fait par des ouvertures qu'on appelle des stigmates, qui ont une petite couche de cuticule, donc ils peuvent éventuellement se fermer. Et puis, ça circule essentiellement radialement vers l'intérieur. Donc, on a ce genre de circulation vers le centre du corps de l'animal, donc vers le centre du thorax, vers le centre de l'abdomen. L'air a plutôt une circulation radiale. Donc, c'est toujours le même système. Ce sont des trachées avec des trachées principales, trachées secondaires, etc., qui se ramifient. Donc, on a exactement le même problème que chez un mammifère, puisque globalement c'est le même type d'architecture, mais au lieu de circuler de haut en bas, ça circule de façon radiale. Et l'air, là aussi, est assez mal renouvelé. Chez l'être humain, on pense que effectivement, on n'a pas plus de la moitié de l'air qui se renouvelle, et chez l'insecte également aussi. Donc chez l'insecte, ce sont des mouvements de l'abdomen qui lui permettent de renouveler son air grâce aux muscles, les muscles transversaux, les muscles verticaux, qui permettent de rapprocher le haut et le bas de l'abdomen. Comme il y a une zone de cuticule souple qui existe entre ces deux parties de la cuticule de l'animal, par contraction, on peut avoir réduction du volume abdominal, ce qui raccourcit aussi les trachées, ce qui comprime les trachées et qui va pouvoir permettre une expiration. Alors chez la plupart des insectes qui sont de petite taille ou des insectes qui n'ont pas une grande activité locomotrice, en particulier de vol, il n'y a quasiment que cette convection radiale. Mais chez les insectes de grande taille, il y a aussi une circulation antéro-postérieure avec des sacs aériens qui améliorent un petit peu ce renouvellement de l'air. Donc quand on dit qu'il n'y a que 30% qui est renouvelé, on parle de petits insectes à petite activité locomotrice qui n'ont pas ce système de sac aérien antéro-postérieur. Mais si vous prenez le criquet, il y a toute une série de sacs aériens qui font, en plus de cette circulation radiale, une circulation antéro-postérieure, puisque le criquet inspire par des stigmates qui sont au niveau du thorax et il expire à partir de stigmates qui sont au niveau de l'abdomen. Et en plus de ce mouvement radial, de ce mouvement longitudinal, il y a en plus une circulation radiale. Et les gros troncs trachéens font une circulation qui sera à peu près à ce niveau-là, mais perpendiculairement à ce sens de coupe. Et donc, puisqu'on a aussi un flux antéro-postérieur, ça aide un petit peu le renouvellement radial. Donc, chez ce genre d'insectes qui ont une forte activité locomotrice, comme le criquet, le renouvellement est un petit peu meilleur et on est plutôt sur 50%. Donc ici, on a justement un exemple de type criquet. Et là, ce qui est dessiné, ce qu'on voit bien, ce sont ces séries de sacs aériens. Donc on a des sacs aériens qui sont des sacs aériens thoraciques. Il y en a aussi dans l'abdomen. Ils ont un double rôle. Un premier rôle, c'est d'alléger l'insecte, parce qu'on remplace du liquide par de l'air, donc il va être plus léger et ça va améliorer sa locomotion. L'autre rôle, c'est que quand les muscles agissent pour comprimer et l'abdomen et le thorax, les deux, il y en a aussi. Par exemple, quand il y a une compression au niveau du thorax, ça comprime ce sac antérieur. Du coup, l'air est chassé en direction des sacs abdominaux postérieurs. Et ensuite, la compression de l'abdomen va permettre d'injecter cet air dans les trachées et de faire cette fois-ci une circulation radiale, mais qui du coup se fait sous pression et est un peu plus efficace que dans une situation simple sans ces sacs aériens. Donc là on voit une circulation longitudinale, inspiration par les stigmates thoraciques, mouvement longitudinal puis radial, et puis ensuite un nouveau mouvement radial qui amène l'air du centre du corps de l'animal vers l'extérieur, et puis quand l'abdomen se contractera, les stigmates se réouvrent et expiration. Donc il y a un double mouvement chez le criquet parce qu'il a cette série de sacs aériens. On peut démontrer qu'il y a cette circulation antéro-postérieure
chez le criquet. Alors il faut immobiliser les insectes, il faut réussir à faire une jonction étanche entre le thorax et l'abdomen, ce qui n'est pas très facile. Donc l'animal est à cheval sur 2 compartiments, il a le thorax dans un compartiment et il a l'abdomen dans l'autre. Et donc si je dessine, je vais vraiment dessiner de façon très très schématique. On va faire, voici la tête de l'animal, voici son thorax, voici son abdomen, et pour montrer que c'est un insecte, nous allons lui faire 3 paires de pattes, et 2 paires d'antennes. Ici on met une cloison, alors il faut qu'elle soit vraiment très très étanche, et puis on met l'animal dans un petit tube cylindrique, et on met des pistons qui vont pouvoir se déplacer selon que la pression augmente ou diminue. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de circulation antéro-postérieure, alors les pistons, qui sont ici, restent exactement à la même place, puisque chaque partie de l'animal inspire et expire, donc ça ne se déplace pas. Mais chez le criquet, on va voir au contraire que le piston qui est du côté de la tête et du thorax s'avance et que le piston qui est du côté de l'abdomen se recule. Et c'est ça qui nous permettra de dire que puisqu'il y a réduction du volume ici, c'est qu'il y a inspiration thoracique, et puisqu'il y a augmentation du volume dans ce deuxième compartiment, c'est qu'il y a expiration par les très nombreux stigmates abdominaux. Donc c'est une façon relativement simple en théorie, mais en pratique très très difficile parce qu'il faut que ce soit étanche, de démontrer qu'il y a bien une circulation antéro-postérieure chez le criquet, en plus bien sûr de la circulation radiale qui permet directement la respiration. Alors chez le criquet migrateur, qui dans sa phase de migration où il a vraiment une très très forte activité locomotrice, il y a une très forte ventilation. On a pu établir, grâce à justement ce système de piston, qu'un criquet migrateur peut inspirer et expirer 300 litres d'air par kilo, bien sûr, il ne fait que quelques grammes, et par heure. Donc c'est une très très forte ventilation qui amène de l'oxygène aux muscles lors de ces phénomènes de migration. Sur cette photo, vous avez une trachée, donc on repère ici la trachée au fait qu'il y a des épaississements de cuticules repérables. Ensuite, elle se ramifie et à la fin, peut-être sur cette extrémité-là, si on pouvait suivre, à cette extrémité-là, on verrait les trachéoles et les cellules qui sont ici sont des cellules musculaires. Donc là, nous avons des trachées qui amènent l'air et qui le ramène ensuite lors de l'expiration, et l'air va pouvoir aller progressivement jusqu'aux cellules, la caractéristique de la respiration trachéenne des insectes. Alors certains sont allés jusqu'à dire que la mauvaise ventilation qui est caractéristique des animaux aériens et des insectes en particulier serait ce qui aurait limité la taille des insectes et qui ferait qu'il n'y a pas d'insectes géants. Et certains ont même fait des calculs, donc ce sont des calculs de mécanique des fluides, avec de la turbulence, donc vous ne pouvez pas le faire, ça dépasse le cadre de votre programme, mais ils ont essayé de calculer tous les frottements qu'il peut y avoir sur la paroi des trachées, la force exercée par l'animal quand il contracte ses muscles, et ils ont essayé de voir quelle pourrait être la taille maximum d'un insecte pour qu'il puisse encore y avoir une respiration trachéenne. Alors il faut savoir que dans leur modèle, il y avait seulement la circulation radiale, il n'y avait pas le système de sac aérien comme en fait il y a chez les insectes, chez beaucoup d'insectes à forte mobilité. Et donc s'il n'y avait que la respiration radiale, par ce modèle, ça limiterait la taille des insectes à 70 cm. Or, dans les fossiles, au Crétacé, on a trouvé une libellule de plus de 2 mètres. Donc ça prouve qu'il y a 2 erreurs dans ce modèle. C'est que, bon, bien sûr, il n'y a pas les sacs aériens qui permettent déjà une plus grande taille. Et puis il faut tenir compte aussi du fait que c'est un fossile, donc c'est au Crétacé. Et au Crétacé, la teneur en oxygène est un peu plus élevée qu'aujourd'hui. Et donc avec une moins bonne ventilation, on peut avoir exactement le même apport d'oxygène aux muscles qu'à l'époque actuelle.